Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Gagner en souplesse, améliorer sa posture, affiner sa silhouette, la méthode Pilates est une gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des exercices physiques. Comme une méditation en mouvement, il nous apprend à nous reconnecter à notre respiration, à notre centre abdominal en exécutant des exercices dans un ordre précis. Mon invitée du jour est une ancienne sportive de haut niveau et membre de l'équipe de France de natation synchronisée. Certifiée en tant que professeure de Pilates, elle pratique cette méthode depuis une dizaine d'années et l'ancienne sur tapis ainsi que sur appareil. Alors quels sont les bienfaits de cette méthode ? Pourquoi l'utiliser ? Comment la pratiquer ? Quels sont les conseils à mettre en place pour une pratique chez soi ? Si vous avez besoin d'évacuer le stress, sculpter votre silhouette, mieux dormir, vous sentir en forme toute l'année, retrouver confiance en vous, vous êtes au bon endroit aujourd'hui pour le premier podcast sur la méthode Pilates dans Métamorphose. Et pour maîtriser les fondamentaux avant de se lancer tout en s'adaptant à ses capacités et son temps disponible, je reçois comme guide Ludivine Maître, alias Ludi Pilates, sur les réseaux sociaux. Bonjour Ludivine. Bonjour Anne. Alors, je suis non seulement ravie de te rencontrer, parce qu'on disait hors antenne qu'on se suit par les réseaux sociaux depuis un petit moment déjà, et puis de parler de la méthode Pilates dans Métamorphose, je le disais en intro. Eh bien, écoute, on n'en a jamais parlé jusque-là. On t'attendait, je pense. Ah bah c'est gentil. En tout cas, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec toi, parce que je t'écoute depuis les débuts. Et donc, oui, pour les personnes qui nous écoutent, la méthode Pilates, ce nom vient de la personne qui l'a créée il y a presque 100 ans maintenant, Joseph Pilates, donc avec un S à la fin, c'est important. Au départ, cette discipline s'appelait Contrology, l'art du contrôle. Donc, on dit méthode Pilates, mais lui, c'était Joseph Pilates. Alors, on est d'accord, en fait, sur la sémantique. Voilà, c'est-à-dire qu'en français, nous, on dit Pilates, mais il faut savoir que c'est Pilates ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Non, juste, ce qui est important, c'est d'avoir à l'idée que c'est vraiment le contrôle de l'esprit, du mind sur le corps. Donc lui, quand il a créé cette méthode, il cherchait vraiment à entraîner le corps et l'esprit, et faire en fait cette fusion, qui comme c'est pour ça que tu disais très bien en introduction, la sensation d'être comme dans une méditation en mouvement. Voilà. On va y revenir évidemment. Alors tu as écrit un livre avec Laurie Tillman, qui était ton élève, qui s'appelle Mon Challenge Pilates au top chez First Édition, et deux adorables, je dis, petits livres chez Jouvence, qui s'appellent Pilates du soir et Pilates du matin. Alors Laurie dit de toi, j'ai été scotchée par son énergie solaire et ses yeux si rieurs. Elle dégage une bonne humeur incroyable, une grande sérénité.
Et avec toi, elle a eu envie d'essayer ces cours de pilates. Est-ce que c'est souvent justement la prof, je me suis posé la question, qui donne justement l'envie d'essayer une méthode et de nous transmettre une passion? En tout cas, est-ce que pour toi, ça s'est aussi passé comme ça? Exactement, ça s'est passé comme ça. Quand j'ai commencé le pilate à Paris, c'est suite au conseil de mon ostéopathe. J'avais mal au dos parce que j'avais changé de métier et je me retrouvais à porter des bacs de glace dans la chambre froide, donc des bacs de glace qui pèsent entre 7 à 10 kilos. Et quand tu reçois une palette de 700 kilos à 1 tonne 2 fois par semaine, t'as beau avoir des bons muscles, à un moment donné, ton dos lâche. Et elle m'avait dit, va voir Kelly, un prof dans le Marais, vas-y de ma part et tu verras. Et donc j'ai commencé avec ce prof qui est donc un Américain et qui avait une voix très jazzy, très envoûtante. Et je t'assure qu'en sortant, j'avais l'impression d'être comme si je faisais comme Michael Jackson, le moonwalk, tu vois. Cette sensation de légèreté, d'avoir un peu vidé ma tête. Ouais, alors que moi, la méditation, au départ, c'était très dur quand on me disait de m'asseoir sur un coussin et de me vider l'esprit, alors que c'est pas du tout ça, après, on le sait. C'était plutôt difficile pour un esprit qui part dans tous les sens. Alors que là, j'avais vraiment trouvé quelque chose qui m'apaisait et en même temps, qui me renforçait. Voilà. Alors au début, je crois que ça s'appelait la contrologie, la méthode Pilates. C'est vrai que dit comme ça fait pas très ça fait pas rêver, ouais. Ça fait pas rêver et ça a pris naissance dans les années 20, c'est ça, à New York. Comment est-ce que ça s'est développé? Comment un homme, comme ça, avec sa méthode, a réussi à inonder le marché de cette méthode? Alors, au départ, c'était assez confidentiel. C'était plutôt des danseurs professionnels qui venaient un peu se rééduquer chez lui parce que des blessures, de nombreuses blessures aux genoux, aux chevilles. Et c'était Martha, alors j'ai oublié le nom, Martha Graham, je crois, George Balanchine, enfin, des noms, en fait, qui venaient dans son studio. Et il a suffi qu'il y ait une personne un peu connue qui puisse accéder à ses cours. Pour qu'ensuite ce soit inondé. Alors nous, après, un peu plus tard en France, mais dès lors que des Madonna ou d'autres personnalités ont commencé à s'y mettre et à travailler surtout sur les appareils avec des ressorts et des résistances qui procurent vraiment la sensation de travailler à la fois la force et la souplesse, là, ça a commencé vraiment... Et encore, je trouve que c'est encore confidentiel. Maintenant, ça explose, je trouve, plus, mais il y en a plein qui ne savent pas que le Pilates, c'est avant tout sur appareil. C'est vrai que combien de praticiens à peu près en France, on a une idée ou pas trop? Alors écoute, je ne saurais pas te répondre précisément, mais en revanche, on peut aller sur le site de la Fédération des praticiens de la méthode Pilates, la FPMP, où là sont recensés tous les professeurs certifiés. Parce que là encore, il faut faire attention. Il faut être diplômé, en fait. C'est quand même entre 1 à 2 années de formation, parce qu'on passe beaucoup de temps sur l'anatomie, sur évidemment la pédagogie, pouvoir s'entraîner sur des cobayes avant d'aller s'entraîner sur des vrais gens. Et puis aussi beaucoup de pratiques personnelles. Donc ça peut pas être juste 3 jours de formation, sinon on passe à côté. Parce que c'est vraiment une méthode où on part sur... c'est pas tellement une série d'exercices, c'est plutôt... un style de vie, j'ai envie de dire. On réinvestit son corps. Derrière. Oui, c'est ça. On réinvestit son corps, on intériorise les mouvements. C'est pas encore des injonctions, des choses qui viennent se rajouter où on cherche absolument la quantité. Non, là, on est dans la qualité des mouvements. On est dans le moins, mais mieux. Et c'est ça qui est bien. Intéressant. Quels sont les 8 principes de la méthode Pilates? Peut-être pas tous les cités, mais en tout cas les fondamentaux. Alors, déjà la respiration. Une respiration où on met vraiment l'accent sur l'expire, celle qui va vraiment vider et essorer les poumons. Et tout ça pour engager les muscles principaux, donc surtout le transverse, le muscle le plus profond, celui de la posture, de l'alignement. On a évidemment le contrôle. Quand on est là, dans l'exercice, on est là, on est présent à ce que l'on fait. On n'est pas en train de penser à sa liste de courses ou à sa réunion à venir. On est vraiment connecté. On a la concentration, on a la précision, la fluidité. Chaque exercice a vraiment un rôle. Et dans l'enchaînement des exercices, tous préparent l'exercice d'après. Donc s'il y en a un sur lequel on va bloquer, il y a des chances pour que celui d'après soit un peu plus délicat. Donc il va falloir maîtriser et puis après y revenir. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Et tous les exercices, entre 5 à 8 répétitions, pas plus. On n'est pas là pour gonfler du muscle, on est plus là pour l'étirer, l'affiner et faire en sorte que ce soit souple, mais aussi fort. C'est ça qui est intéressant. Ce sont les bienfaits d'ailleurs principaux du Pilates. Comment est-ce qu'on pourrait... Quels bienfaits on pourrait donner ?
L'amélioration aussi, donc de la souplesse et de la force, évidemment. Sa posture, la colonne vertébrale, parce que c'est quand même le nerf de la guerre aussi. Il y a plus d'un Français sur deux, un actif sur deux en tout cas, qui a mal au dos, lié aussi évidemment à la sédentarité. C'est pour au ça stress. Et au stress, évidemment. Le stress va couper la respiration en plus quand on est comme ça. Donc, et puis c'est aussi... Alors Joseph Pilate disait l'exercice physique est la première condition du bonheur. Dans ce sens, évidemment. Alors moi, je suis complètement d'accord avec ça quand même. Enfin, une des conditions, on va dire. Oui, une des conditions, mais clairement, quand tu vas marcher, rien que ça, marcher quoi, sortir, s'aérer au grand air. Le mouvement, on pourrait dire d'ailleurs. Ouais, c'est pas vraiment. Évidemment, moi je parle du Pilate, mais en vrai, c'est le mouvement. Ouais. C'est ça la vie. Parce que si on dit le sport, tout de suite, il y a des personnes qui vont dire est-ce que marcher c'est du sport, etc. En fait, c'est le mouvement. C'est le mouvement, exactement. On va pas mettre des étiquettes. L'idée, c'est de bouger en fait. Essayer de bouger le plus souvent possible. Encore une fois, Joseph Pilate disait on peut faire entre 3 à 4 séances de 40 à 45 minutes par semaine et avoir un corps complètement différent au bout de 3 mois. Alors évidemment, là, je donne des objectifs et les gens vont tout de suite penser à... Parce que dans la même logique, il disait aussi 10 séances, on sent la différence, 20 séances, on la voit, et 30 séances, on a un nouveau corps. Alors tout de suite, les gens comptent. Non, c'est pas l'idée. C'est assez vendeur, c'est assez vendeur, oui, 30 évidemment. séances, on a un nouveau corps. Alors 30 séances de combien de temps c'est toujours, entre, je dirais, 30-40 minutes jusqu'à 1 heure, mais tout le monde n'a pas 1 heure dans son agenda. Donc peut-être que une des Parce méthodes... que 30 séances, ça fait 1 heure, si on compte 1 heure par jour, on se dit en 1 mois, on peut avoir un nouveau corps. Est-ce que tu as vu des choses un peu spectaculaires comme ça? Oui, mais si tu n'accompagnes pas ça d'un changement dans ton assiette, il faut pas se leurrer. C'est-à-dire qu'il faut pas penser que c'est la baguette magique. Ça n'existe pas. Il faut un équilibre dans tout. Donc à côté, il faut aussi modifier son alimentation et avoir une alimentation saine. Et puis passer à 1 heure par jour, si on n'est pas déjà sportif au départ, c'est vrai qu'on va trouver ça un peu intense, j'imagine. Complètement. Oui. Pour des athlètes, ça fonctionne en fait. Oui, et puis surtout, on se rend compte que, d'ailleurs, tout le monde s'y met un peu. C'est un peu comme un socle, cette méthode. C'est un peu comme si tu bâtissais ta maison avec les fondations et au-delà, tu pouvais mettre toutes les autres briques, que ce soit du golf, du tennis, et pas se blesser, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un corps en bonne santé, au final, plus que le super summer body, comme on va inonder bientôt. Mais quand on dit de changer son corps, d'ailleurs, je pensais même pas forcément à ça. Je pensais effectivement peut-être redresser sa posture, mieux respirer, délier des choses. Oui, tu as raison de le préciser, parce que moi, c'est là-dessus que j'insiste, en fait. Plus sur le côté fonctionnel du corps, pour vieillir plus longtemps. Et ressentir l'énergie. Et ressentir l'énergie. C'est vrai que les cours que l'on fait le matin, parce que moi je fais des cours à la maison de 7h à 7h40, ça marche mieux que les cours de 1 heure, parce que les filles du coup ont le temps, et si elles n'ont pas le temps, elles le prennent en replay. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que l'énergie derrière, elle a changé. Ta journée, elle n'est pas la même derrière. C'est évident. Bah oui. Et 40 minutes, ça rentre dans un planning. En fait, c'est une question de préparation. La séance du matin, elle se prépare dès la veille. On sort son tapis, sa tenue, et puis hop, on est parti, on se pose pas de questions. Oui, restez bien avec nous, parce que tout à l'heure, je vais lui demander de nous donner justement une petite routine du matin. Mais on y vient. Alors, dans l'ordre, justement, peut-être, quelle serait la différence avec le yoga pour des personnes qui nous écoutent, qui font du yoga? Après, j'aime pas trop forcément comparer les pratiques, mais voilà, est-ce qu'il y a des similitudes ou peut-être justement le ressenti au niveau énergétique? Bien sûr. D'ailleurs, Joseph Pilate s'est inspiré du yoga pour certaines postures, mais clairement, ça n'a pas grand-chose à voir. On est évidemment dans une discipline où on a l'union du corps et de la tête, de l'esprit, ça c'est clair. En revanche, il n'y a pas la dimension spirituelle, avec la méditation à la fin, même si on peut se retrouver quelque part dans un flow aussi lorsqu'on pratique. Mais dans le Pilate, on va être sur le renforcement des muscles profonds. Alors, le yoga, il faut avoir une certaine pratique. On peut se blesser dès le départ si on n'a pas un centre fort. Parce que tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de le citer dans les principes. Quand même, tous les mouvements en Pilates parlent de ce nombril, de ce centre très fort. Oui, en anglais, c'est le core. Exactement. C'est exactement ça. Et à partir de là, j'ai envie de dire que tous les mouvements du Pilate te font, te renforcent. Toujours, j'insiste, mais c'est vraiment ça. C'est ce corps et cet esprit, tout est lié, quoi. Et c'est en ce sens qu'après, tu pars à la découverte de toi, en fait. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'était mon chemin. Enfin, ça l'est toujours. Ça l'est toujours, parce que tu es passionnée. Oui. Est-ce qu'il y a des petites contre-indications pour le Pilate?
Pas vraiment. La contre-indication, moi, la première que je donne souvent, c'est que quand on tombe enceinte, par exemple, et qu'on n'en a jamais fait avant et qu'on en entend parler, c'est pas le moment pour commencer. Mais que ce soit le pilate ou le yoga ou peu importe. Parce que quand on est enceinte, il y a aussi les hormones qui font que on a des muscles beaucoup plus souples, etc. Et quand on n'est pas forcément adepte depuis longtemps, on va pas s'y mettre là tout de suite. Mais ça, c'est valable pour toutes les disciplines. Sinon, il faut pratiquer avec des gens qui sont formés pour pas se blesser. Ça, je pense que c'est le cas de toutes les disciplines. Bien sûr. On a vu pendant le confinement plein de gens blessés aussi, parce qu'il y a plein de gens qui se sont improvisés sur les réseaux profs, et malheureusement, ça non, on évite quoi. Par rapport à tes livres, justement, est-ce que toi tu les as conçus pour qu'on puisse les utiliser sans avoir un prof à côté, en y allant doucement? Oui, c'est ça. C'est que je précise aussi que pour démarrer, c'est quand même bien d'avoir une salle pas loin ou un prof, parce que ça, c'est plus les livres. Sinon, c'est compliqué de s'y mettre avec un livre à côté. Oui. C'est plus facile d'avoir au moins commencé avec des vidéos ou un prof. Et ensuite, ça, j'ai envie de dire, au moins quand on oublie quelque chose, on peut s'y reporter avec les petites astuces, les options possibles, parce qu'on n'est pas capable peut-être de tout faire, il y a des options qui existent. Donc voilà. Sauf si on connaît déjà très bien son corps ou qu'on est pratiquant de manière assidue d'autres pratiques peut-être un peu connexes. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Quand on commence, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ah ben tiens, du coup, ça me donne envie d'essayer », tu recommandes plutôt de commencer par tester avec des machines ou plutôt en salle avec un tapis ? Alors, dans l'idéal, c'est des machines. Oui. Parce que tu peux pas tricher, en fait, avec des sangles, par exemple le réformeur, des sangles dans les mains, dans les pieds. Tu travailles forcément de ton centre et tu vas pas commencer à trouver des petits arrangements comme tu pourrais avoir sur le tapis. Et au final, on peut penser que le tapis, c'est plus facile. En vrai, quand on a commencé beaucoup à pratiquer avec toutes ces machines, quand on va sur le tapis, on se rend compte que, ah ouais, quand même, c'est pas si simple. Parce qu'on pourrait penser que c'est plus simple. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Mais l'avantage de ces machines, c'est que ça permet de travailler vraiment tous les muscles du corps avec ses résistances. Et ça peut vraiment... On peut se passer d'un kiné ou d'un ostéo. En fait, si tout le monde faisait ça, je pense qu'ils auraient beaucoup moins de travail. Je vais me faire des ennemis. Mais même en formation... on cherche tous la bonne santé quand même. Bah oui, et puis en formation, avec moi, je me souviens très bien, il y avait quand même beaucoup d'ostéos et de kinés qui s'équipaient ensuite chez eux d'appareils. Hein. Oui. Parce que finalement, ils se rendent compte que ça, c'est la clé. Ils le savent, de toute façon. Pour arriver justement à cette prévention, il faudrait idéalement faire combien de temps par semaine ? Écoute, ça va dépendre des corps, de l'âge de la personne. C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais grosso modo comme ça, pour avoir une petite idée. Tu sais quoi, j'ai envie de te répondre en 2 temps, surtout sortir du pilate et être plutôt dans le mouvement. Moi, ce que j'essaye de faire quand je vois, souvent j'entends, j'ai pas le temps. Je donne aussi des cours à domicile et j'essaye de donner aux personnes que je vois 1 fois par semaine, je leur demande, qu'est-ce que tu as fait entre-temps ? Parce que c'est bien qu'on se voit, elles ont besoin de moi parce que sinon elles le font pas. Mais qu'est-ce que tu fais un peu tous les jours ? Et c'est là qu'on rentre dans la méthode des petits pas. Se dire que 40 minutes, pas tout le monde a 40 minutes. C'est pas évident à trouver. Mais on peut faire 5 mouvements, 5 minutes par jour. Se dire qu'après un brossage de dents ou une tasse de café, c'est un peu ce qu'on lit dans Un rien peut tout changer de James Clear ou B.G. Fogg qui a écrit les Tiny Habits, les petites habitudes. Oui. Le fait de c'est le kaizen japonais. C'est exactement ça. Pas. Les petits pas. Se dire que ça, plus ça, tous les jours, à la fin de l'année, ça fait une différence énorme. Bien sûr. Et c'est de rester en bonne santé. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à rééduquer, à réapprendre son corps, ça devient comme se laver les dents, justement. On peut plus s'en passer. On peut plus s'en passer. En fait, on se pose même pas la question de est-ce que je me lave les dents ce matin ou pas ? On le fait. Les squats, des pompes... Voilà, dans l'ouvrage que je citais de B.G. Fogg, cet Américain qui est chercheur à Stanford, lui, il expliquait donc c'est dans le comportement humain, que ce soit dans l'entreprise ou dans le monde du bien-être, rajouter par exemple 2 pompes ou 3 pompes après être allé faire pipi, par exemple, comme on y va plusieurs fois par jour. Alors quand on est au bureau, c'est moins facile, mais on peut faire des pompes contre le mur. Mais de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est plus 2 qui fait, c'est une centaine, et c'est limite sur un bras, tellement c'est facile. Donc c'est un peu l'idée. Et c'est de rester en bonne santé avec des petits pas. Et petit à petit, en fait, on acquiert ce truc de... On continue, on augmente le nombre de répétitions, mais comme ça vient pas de l'extérieur, que ça vient de notre volonté, de notre motivation, on le fait.
Aujourd'hui, tu pratiques combien de temps, toi, par semaine ? Moi, je pratique tous les jours. Ouais, parce que déjà, tu fais pour tes réseaux sociaux. Oui, et puis même sans ça, c'est-à-dire que quand je pratique pas, j'ai pas la même humeur, en fait. Oui, tu le sens. Ouais, je le sens. Ouais, complètement. D'ailleurs, on me le fait remarquer à la maison. Quelle est la tenue ou l'équipement idéal ? Il faut un tapis ? Est-ce qu'il y a aussi des ballons, des balles ? Oui. Comment ça fonctionne ? On a parlé évidemment des machines, mais si on est sans les machines ? Oui, puis il faut savoir que les machines, il n'y en a pas partout des studios en France, par exemple. Donc, c'est pas évident. Et puis, c'est aussi un budget. Donc, c'est vrai que pour compenser ça, on peut à la maison travailler avec un petit ballon, avec une bande élastique. Si on n'a pas la bande élastique, on peut prendre un vieux collant ou une serviette un peu, voilà. Ça permet vraiment d'étirer, c'est très agréable. Il y a le Magic Circle, qui est l'accessoire de référence que Joseph Pilate avait créé. Donc c'est un cercle comme ça qu'on peut presser entre nos mains, entre nos cuisses, entre nos chevilles, peu importe. Donc ça, on ressent bien les muscles au niveau du périnée, du centre. On a, qu'est-ce qu'on a encore ? On peut avoir des petites balles, des poids. Oui, ce matin, tu es venue avec une petite balle. Oui, alors ça, c'est une autre chose. C'est une balle qu'on a créée avec une amie, mais je pense qu'à la maison, on peut avoir, sans avoir une balle à picot, on peut avoir une balle de tennis ou une balle de golf, ou en tout cas quelque chose pour masser les voûtes plantaires. Et en massant les voûtes plantaires, si par exemple on est un coureur assidu et qu'on a envie de détendre tous les fascias, les tissus conjonctifs qui enroulent, qui entourent nos muscles, nos tendons, nos ligaments, etc. Qui sont restés assez méconnus pendant des années. Exactement, mais bon, c'est quand même la clé. Puisque je crois que dans un corps humain, bon, ça dépend du poids, mais c'est quand même estimé à une 20aine de kilos. Donc c'est pas neutre. Et les fascias, pour les détendre, il faut s'automasser. Donc il existe des rouleaux, ou des balles. Comme les foam rollers ? Les foam rollers, exactement. Ça, je le conseille à tout le monde. Quand j'ai vécu aux États-Unis, mais alors ils sont fous de ça. Mais oui, mais bien sûr, on est tellement en retard. Un prof de sport ou un athlète, etc., qui n'utilise pas le foam roller. Plus tu arrives à te détendre... Quelle espèce de boudin un peu dur là sur lequel on roule. Voilà, c'est ça. Soit tu as le boudin dur qui est lisse, ça tu t'en sors encore bien, mais il existe aussi avec des reliefs. Et alors là, tu pleures. Franchement, il y a des mouvements, t'as envie de pleurer. Mais ça donne pas envie dit comme ça. Non, dit comme ça donne pas envie. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est un peu tendinite ou choses comme ça, j'imagine que c'est intéressant de pouvoir masser. C'est intéressant, et puis tu retrouves une vraie détente musculaire. Tu vas pas faire des exercices sur des muscles qui sont tendus, en fait, qui sont complètement avec des nœuds, des tensions. Donc c'est intéressant de les détendre avant et après l'effort physique. Et les voûtes plantaires, c'est hyper intéressant. Le fascia plantaire, tu sais que derrière toute la chaîne postérieure musculaire va petit à petit se détendre aussi. Alors c'est vraiment sous le pied quand tu parles du fascia plantaire, parce que du coup c'est presque de la réflexologie plantaire. Exactement. En faisant ça. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est qu'on va masser en avant et en arrière. Évidemment, on peut faire des mouvements aussi latéraux, et ensuite s'incliner vers l'avant. Et du coup, quand tu t'inclines, tu mets du poids, et là tu commences à avoir des petites larmes aux yeux. Oui, c'est ça. Après non, après non, mais voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des mouvements de base ? Je sais qu'il y en a plusieurs. Tu parlais de l'engagement du centre tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux nous en décrire quelques-uns ? Dans les choses vraiment importantes. Je ne parle pas des fondements de la méthode, mais vraiment d'un mouvement ou deux très important en Pilates. Oui, en Pilates, ce qu'on essaye de faire, évidemment, c'est de travailler en fait avec le minimum, on a envie de dire, le minimum d'effort, le minimum d'énergie. Pourquoi ? On sait que les structures, au sens squelette, qui perdurent, ce sont celles qui consomment le moins d'énergie. Donc on va travailler avec cette économie d'effort. Et donc ça va partir du centre. Le reste, les extrémités, nos bras, nos jambes, vont être comme des plumes, ça va flotter. Donc c'est vraiment des images mentales qu'il faut aussi se mettre en tête, ça va être beaucoup. C'est comme si le cerveau se connectait sur ses muscles. Et évidemment, on va travailler le centre, on va essayer de connecter en abaissant nos omoplates et nos épaules quand on va soulever le bras. Donc c'est toujours un peu, j'abaisse l'épaule pour soulever le bras. Je vais aussi travailler avec ce V-Pilate, les talons ensemble, les orteils écartés, comme s'il était 11h05. Oui. Et de cette façon, quand je connecte les talons, j'imagine un zip de fermeture éclair qui part de mes talons jusqu'au périnée. Et la sensation de connecter les jambes ensemble. Et de cette façon... Là, il y a vraiment le truc de l'ADN en spirale. Ouais, c'est ça. Et pareil, l'autograndissement. On le dit, alors les termes sont en anglais, pas pour se la péter, c'est juste parce que quand on fait de la danse, les termes sont en français. Le ballet, aux États-Unis, je crois qu'ils les disent en français. L'inverse, voilà. Donc quand on va faire, par exemple, toutes les séries, les Nasty Five, donc ce sont la série des 5.
abdominaux, on va penser toujours à engager le centre, le scoop. On parle de ce terme en référence à la boule de glace, la cuillère qui fait la boule de glace. Donc on tire le nombril vers l'arrière, vers la colonne vertébrale, et ensuite on le remonte, comme si tu vois, tu as la boule de glace, tu la visualises. Et de cette façon, on soulève, et on soulève aussi les muscles du périnée. On remonte tout ça jusqu'à la gorge. Oui. Alors j'exagère un peu, mais... C'est ce qu'on appelle aussi les abdos un peu hypopressifs, c'est la même chose ? Exactement. D'accord. On ne va pas appuyer, presser tous les organes vers le bas. Au contraire. C'est en ce sens que c'est c'est recommandé pour les femmes en postnatal aussi, enfin de manière générale, oui, pour le périnée, et puis pour les hommes, tout le monde a un périnée, donc c'est pour tout le monde, hein. Ouais, c'est pas que pour les femmes. C'est ça. Quand on dit de trouver son centre abdominal, comment est-ce qu'on peut imaginer pouvoir le ressentir comme ça ? Alors, on peut le faire avec la fausse inspiration thoracique. En gros, tu vides l'air de tes poumons en expirant. Ensuite, une fois que tu n'as plus d'air, tu bouges ton nez et tu prends une inspiration comme ça, comme si tu fermais un jean trop serré. Et là, tu vas ressentir tout qui se soulève, anus, périnée, vers le nombril. Alors en yoga, on appelle ça un peu le mula bandha. Tu vas resserrer en bas et là, ça va, hop, tu vas sentir ton centre. Déjà, ça, c'est une façon. Cette aspiration. Ouais, c'est l'aspiration, exactement. Et puis, quand on fait les abdos, souvent, moi, ce que je dis aux filles quand on s'entraîne ensemble, quand on a la tête et les épaules soulevées avec les mains derrière la tête. Il y a des filles qui pratiquent ? Alors oui. Quand je dis aux filles, oui. J'aime bien l'expression. Non, en fait, j'ai des hommes en cours particulier. C'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas envie de se mélanger. Et après, moi, dans mes escapades, tu sais, les retraites que j'organise régulièrement... Une fois par mois, tu organises des retraites. C'est ça, oui. C'est vrai que j'ai un peu... au départ, je n'avais pas l'intention d'avoir que des femmes, mais avec l'expérience maintenant, depuis quelques années, on a vraiment on arrive à parler mieux quand on est ensemble, à parler de nos tracas, de la charge mentale ou du stress ou de l'envie de se reconnecter à soi et à son corps. Donc, c'est peut-être plus facile quand on est qu'entre nous, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on va avoir bientôt une autre émission avec un autre animateur sur le yoga des hommes. Ça va être intéressant aussi de les entendre à ce sujet. Après, les filles, là... j'écouterai volontiers. Est-ce que ça va, donc cet engagement du centre avec une position, le bassin, et comment il est neutre ? Il est en position neutre ? Oui, alors, à un moment, il y avait une mode de rétroversion du bassin. Ouais. C'est-à-dire que tu raccourcissais devant, tu allais plaquer les lombaires. Ce qui est vraiment qui vient de la danse classique. Oui, bah non, ça, on le fait pas. On le fait pas parce que tu vas raccourcir devant les muscles, alors que l'idée en pilates, c'est au contraire d'éloigner les épaules de ton bassin, d'éloigner les côtes basses ici, de ta cage thoracique, de ton bassin. Donc, il faut étirer tout ça. Donc la difficulté en pilates, c'est d'arriver à rentrer ses abdos, à scooper tout ça, sans rétroverser le bassin, sans le basculer en arrière. Oui. On est dans un bassin neutre, ni cambré, ni rétroversé. Les danseurs maintenant utilisent d'ailleurs aussi un peu le pilates ? Ah ben complètement. Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, moi, je te dis, en formation ou même dans plein de cours, les danseurs... Ma prof, qui est une ancienne danseuse de l'opéra de Cuba, qui maintenant enseigne à Paris, elle n'a jamais été aussi forte que maintenant. Alors qu'avant, elle était trop elle est laxe au niveau des articulations, donc hyper laxe. Et là, elle est beaucoup plus forte. Elle a tout renforcé. Et elle a évidemment beaucoup de danseurs dans ses cours. Donc moi, je les vois, hein. Ils vont moins tricher, à chercher à être hyper souples. Non, ils vont, par exemple, quand on fait des extensions du dos, donc un cobra en yoga, nous on l'appelle plutôt le swan, il y en a qui peuvent lâcher complètement les abdos devant, alors que c'est pas ça. Il faut rentrer les côtes, rentrer le ventre et allonger les lombaires pour pas les ratatiner. Excusez-moi pour les bruitages. Ça me fait penser à une méthode que j'aime beaucoup, qui est moins connue encore en France, qui était la méthode Mézières. Oui, exactement. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, bien sûr. J'imagine en tant que... Oui, je la connais. Et puis surtout, j'ai fait une formation... j'ai pas fait la formation des GDS qui parle de cette kiné belge qui travaillait avec Mézières. La méthode des chaînes musculaires, des chaînes... alors c'est Gottlieb Denis Struif, c'est pour ça qu'on l'appelle GDS. Et qui parle de toutes ces chaînes musculaires qui sont, il y en a 5 en tout, et qui, comment dire, on relie ces chaînes aussi à des émotions. Donc on est aussi dans du psycho-corporel. Et une façon... Ce qui n'est pas le cas en pilates, par contre. Non, mais quand même, moi, la personne qui m'a donné cette formation est prof de pilates. Il est aussi ostéo et il est aussi là-dedans, donc formateur de cette méthode en France.
et il l'applique complètement. Parce que tu as une autre grille de lecture quand tu vois des gens arriver dans le studio qui se tiennent d'une certaine façon, par exemple avec les épaules enroulées, complètement refermées. Tu te doutes que tu vas pas donner les mêmes exercices à une personne qui arrive en power posture, là, tu sais, la poitrine sortie. Ça sera pas le même style d'exercice parce que les chaînes ne sont pas... Il faut les rééquilibrer. Ouais. Il faut pas qu'il y ait d'excès dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Il faut qu'il y ait un équilibre entre toutes ces chaînes. Mais c'est vrai que quand je t'entends, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec d'autres, mais c'est obligé. D'autres aspects, parce que je pense à Volo d'haleine, par exemple. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Qui est une méthode aussi qui est assez émergente, qui part du principe, quand je te voyais faire cette posture, justement des épaules rentrées, qui va essayer aussi d'aller accompagner certains mouvements, en disant pourquoi la personne elle est comme ça, plutôt que de la faire redresser à coûte que coûte. C'est ça. Voilà, et c'est un peu ce que tu disais, on va aller aussi accompagner des formes déjà existantes, peut-être après pour se libérer. Oui. Mais que disent-elles aussi de nous, ces formes-là ? Mais complètement. C'est ça qui est intéressant. C'est quand j'avais écouté aussi Marie-Lise Labonté sur un de tes épisodes qui parlait des cuirasses aussi émotionnelles et des massages qu'elle propose. On est aussi là-dedans. Il y a aussi la méthode anti-gym, qui est une méthode aussi où on n'est pas là absolument à vouloir redresser tout à tout prix, parce que ça vient chercher d'autres émotions. Il y a une raison si on se tient comme ça. Il y a quelque chose à traiter. Et c'est de l'ordre plutôt de l'esprit aussi. Donc, et je pense à cet ostéo belge aussi, Roger Fiametti, avec le somato-émotionnel, ou la psychologie biodynamique. On sait que le corps, en fait, parle, finalement, bien sûr. Tout simplement. Et le corps ne ment jamais. Il ne ment jamais. Oui. Alors, la sangle abdominale, elle est très importante parce qu'elle tient aussi toutes les chaînes postérieures, c'est ça ? Oui. Et donc, tout est relié. Ouais, tout est relié. Donc, ça vient vraiment renforcer toutes ces chaînes-là. J'arrive pas à le dire. Toutes ces chaînes-là. Oui. Alors, à tort, on pense souvent que le dos est faible. En fait, les muscles du dos, alors il y a le multifidus, celui qui est à droite et à gauche de la colonne vertébrale, comme une tresse qui est à droite donc et à gauche, je me répète, mais tout ça pour dire quoi ? Que les muscles du dos sont forts. Il ne faut pas penser qu'on est complètement faible et que les abdos vont renforcer le dos. Non, il n'y a pas que les abdos qui vont renforcer le dos. On peut s'allonger à plat ventre et commencer à remonter juste à la force des muscles du dos et des abdos, mais commencer à faire des extensions comme ça, en faire 4 ou 5, le faire tout le temps. Mais la colonne vertébrale, la base, au final, et même les muscles du dos, c'est de la bouger tous les jours. Encore une fois, si on revient à Monsieur Pilate, tu peux avoir une colonne, avoir 30 ans et une colonne complètement raide et être vieux, et avoir 75 ans, une colonne très souple et du coup être jeune. Donc finalement, ce qui est important, c'est d'avoir cette colonne souple et ne pas arrêter de la bouger dans tous les sens. Donc, ne pas avoir peur de la bouger. Ne pas avoir peur, parce qu'effectivement, il y a aussi ça, il y a beaucoup d'appréhension. Et parfois, il y a aussi des thérapeutes qui n'hésitent pas à dire « Ah non, surtout, ne cours pas. Tu vas te péter les articulations. Surtout, ne fais pas ça. » Et le langage est très important dans ce qu'on dit. Quand on donne des cours, il faut faire attention à ce que l'on dit et pas dire tout de suite commencer sa phrase par « Attention ». Attention, parce que cet exercice, il n'est pas fait pour nanani. Et là, on crée tout de suite une rigidité, et on peut pas faire un exercice comme ça. On peut courir, il faut juste avoir un peu la technique, et voilà, c'est un exemple que je donne, mais il faut faire attention de qui on consulte, qui on va voir, ne pas interdire de bouger. On doit bouger, on doit aller s'asseoir, on doit bouger au maximum. Et même parfois quand on a des douleurs. Surtout. Ouais. Le discours d'ailleurs à ce sujet de la sécurité sociale avait changé. Avant, on disait un lumbago, oh là là, il faut surtout pas bouger. On sait que là, c'est pas du tout le cas. Qu'on encourage les gens à bouger. Moi, c'est le cas. J'ai eu des personnes. Alors, à part quand c'est inflammé et que c'est très difficile, là, on le fait pas. Mais il faut le faire avec quelqu'un qui est compétent, évidemment. Bien sûr. Et puis moi, je suis pas ni ostéo ni kiné, donc je peux pas me substituer à ça. Je reste dans ce que je sais faire. Mais on peut vraiment soulager. Intéressant. Oui. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une diversité des mouvements, ou si on fait plus ou moins la même routine un peu tous les jours, ça fonctionne aussi ? Je crois que la réponse est dans ta question. Je crois qu'il faut vraiment, il faut diversifier. C'est-à-dire qu'il faut faire des exercices sur le dos, sur le ventre, sur les côtés, à 4 pattes, debout. En fait, il faut modifier toujours. Ne jamais. Déjà, on se lasse. Et puis, mais après, Parce qu'on a l'impression que la répétition d'un peu d'une routine, si on cherche à travailler fortement certaines zones, par exemple la sangle abdominale ou par exemple les bras, je sais pas, que sais-je, je dis n'importe quoi comme ça, que si on fait une répétition, c'est bien parce qu'on va se renforcer vraiment là où on veut. Je peux pas te dire non, évidemment, parce que c'est toujours mieux que rien.
évidemment que quand on n'a pas le temps, moi je recommande aux filles qui veulent avoir un centre fort et se sentir mieux et être plus redressées. Je vais pas commencer à leur changer leur routine tous les matins, parce que l'objectif c'est que ça soit simple. Si c'est pas simple, et déjà qu'il faut se motiver, on le fera pas. Donc il y aura la série des 5 par exemple, les abdominaux. Il y aura des planches, voilà. Après, ce que je leur dis, et d'ailleurs la plupart maintenant elles le font en replay, et tant mieux. Enfin, c'est de faire ensemble, parce que le groupe aussi crée l'énergie, crée la stimulation, on a envie d'être ensemble pour le faire, et au moins pendant 40 minutes, on est connectés, quoi. C'est ça. Alors pour une séance courte, efficace, tu parles de 4 grandes étapes d'une routine de pilates, est-ce que tu veux bien nous les décrire? Alors, si on est que en pilates, pour rester, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, on va me dire ouais mais ça c'est pas du pilates et tout, parce que moi je pars dans d'autres choses aussi. Après je vais faire du tapis, je mixe. Ouais, tout ce que j'ai appris je le mixe et j'adore. Non mais fais ce que tu recommanderais finalement. Là je te reçois pour le pilates, mais si toi tu as une routine à nous proposer. Déjà je donne aux gens qui me disent souvent qu'ils n'ont pas le temps de commencer déjà dans leur lit, tout simplement. Le réveil vient de sonner, et plutôt que de se sauter sur son téléphone et commencer à regarder ses mails ou tout ça, à rester connecté dans son corps et juste commencer à bouger les chevilles déjà. Parce qu'on se rend compte que les chevilles, elles peuvent très vite, si on prend pas l'habitude de les faire bouger dans un sens et dans l'autre, ce mouvement-là, on le fait pas à la journée. On marche, et c'est toujours la flexion, et voilà, point. Donc, toujours huiler les rouages, on va dire. Ensuite, on ramène les genoux sur la poitrine, et on peut faire des ronds comme ça avec les genoux, dans un sens et dans l'autre. Comme ça bouge aussi, ça lubrifie les têtes de fémur à l'intérieur du bassin. Et on sait que ça, en vieillissant, surtout nous les femmes avec le changement hormonal, la densité des os, c'est l'ostéoporose en fait. Donc plus on va lubrifier, plus on va prévenir aussi ça. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'use pas, au contraire. Non, ça n'use pas. Enfin, ça, je l'aurais... Non, pas du tout. Enfin, je l'ai pas lu, en tout cas, ça se saurait. Ensuite, on peut continuer à faire ce mouvement en se redressant et en venant s'asseoir sur le bord avant du lit. On peut bouger les épaules dans un sens et dans l'autre et finir par la tête. Et après, je leur dis, même pas besoin de sortir un tapis, vous me faites la posture du Shavash, donc qu'on appelle, en anglais c'est le cat cow, mais en fait c'est le dos, on est à 4 pattes, on fait le dos rond et le dos creux. S'il y a un exercice à faire finalement tous les jours, c'est celui-là pour la mobilité de la colonne vertébrale. Et comment on respire sur ce mouvement, tiens ? En général, on fait les flexions, donc quand on rapproche la tête du pubis, donc quand on fait un dos rond, c'est là qu'on va expirer tout l'air des poumons. Alors on les vide, on les rince comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Ouais. Et à l'inspire, c'est là qu'on va creuser le bas du dos, sans lâcher ses abdos, sinon on peut se faire mal, donc on garde toujours le ventre engagé. Et là, on creuse et on fait comme si quelqu'un venait s'asseoir sur notre bas du dos. Voilà. Et ça, le Shavash, 5-10 répétitions tous les jours. On se pose pas de questions. Est-ce qu'on bouge aussi la tête à ce moment-là ? La tête, toujours. Ouais. D'ailleurs, on peut le Shavash. Ouais. Alors la tête, oui ou non, peu importe. Moi, je le fais pas, mais je le fais après. Par contre, je peux bouger la tête dans un sens, dans l'autre. Et si on a un peu plus de temps, ensuite, moi, j'aime bien superposer les habitudes. Par exemple, lors du brossage de dents, toujours pareil pour une personne qui n'a pas forcément le temps, mais qui a envie de bouger et qui améliore la circulation du sang, c'est de soulever les talons et les abaisser. Soulève les talons et abaisse. Tu fais ça plusieurs fois. Déjà, tu vas sentir que tu as des mollets. et puis, ça a un certain retour veineux. Donc, c'est sympa pour améliorer la circulation du sang. C'est très bien ça. C'est super, ouais. C'est des petits mouvements simples mais efficaces. Et surtout dans la répétition. Voilà. T'en as un autre à nous donner comme ça ? T'en as plein. J'aime bien les squats. Parce que qui dit fessier musclé, dit bas du dos et dos en bonne santé. Ouais. Et c'est le groupe musculaire le plus important du corps, donc il faut pas hésiter. Ils sont mis en avant dans le pilote aussi, les squats ? Pas tant que ça, même si parfois on me voit faire des jumping jacks, tu sais, quand on saute un peu comme ça, ou alors des ciseaux quand tu cours avec un peu les jambes tendues. Cardio, c'est quand même assez costaud. Et le cardio, Joseph Pilates, il en faisait, donc on peut retrouver des images d'archives en noir et blanc, c'est très drôle, où il est avec son petit slip blanc. Oui. Et on le voit faire ces mouvements. Donc faut pas se dire que ça c'est pas du Pilates. Si, ça l'est. Il faut faire du cardio. Il faut en faire. Quand on le voit à un âge avancé comme il est fit, c'est. Oui. Lui, il était complètement. Et puis d'ailleurs, pourquoi il était en slip ? Pour la vitamine D, il disait qu'il fallait montrer sa peau au soleil. Au soleil, comme dit France Guillain. Voilà, exactement. Elle dit la même chose. En hiver, on va scier du bois en maillot de bain. Exactement. Et puis, tout nu si on est tout seul. Pourquoi pas. Et puis oui, les vertus. Moi, je recommande toujours la douche froide si on peut pas faire de bain glacé. Douche froide, brossage à sec, toutes ces choses-là qui sont en dehors du Pilates, mais qui font du bien au corps.
Parfois, on a l'impression que c'est aussi ça peut être un full-time job, un job à part entière de s'occuper de soi comme ça. Mais ouais, mais en fait, pourquoi pas ? Ouais, il faut trouver le temps. Exact. Il faut le mettre dans les routines. Oui. Ça demande de la discipline. Exactement. Et la discipline, ce mot fait peur, mais pourtant, c'est ça la clé. Toi, tu étais déjà quelqu'un de discipliné, puisque tu étais quand même athlète. Oui, moi, ça me rassure, en fait. Ça me rassure. Tu es une athlète, je dis ça comme si... Oui, parce que je m'entraînais plus intensément. Mais clairement, moi, c'est quelque chose qui me rassure d'avoir une routine, d'avoir ce moment pour moi, en fait, où il n'y a pas de bruit. Je suis plutôt du matin que du soir. Après, si vous n'êtes pas du matin et que vous le faites le soir, peu importe, le tout, c'est de le faire, quoi. C'était ça ma question. Est-ce qu'il y a... Alors, toi, tu as un livre sur le matin et le soir. Oui. Justement, il y a quand même plutôt des routines pour le matin et d'autres pour le soir. Exactement. Pour pas activer trop l'énergie avant d'aller se coucher. Exactement. Après, il y en a une qui est un peu dynamique, mais le tout, c'est pas de la faire juste 1 heure avant d'aller se coucher, ça c'est clair. Sinon, on a du mal à trouver le sommeil, ouais. À quel moment on va vraiment sentir qu'on progresse ? Quels sont les signes ? En fait, je pense que c'est comme on l'a écrit avec Laurie dans le livre, où on parlait pour changer. C'est un livre qui est en 4 étapes. C'est pas forcément les 21 jours comme on peut le voir partout. D'ailleurs, on parle des 4 étapes, mais on en a dit qu'une. Hein. Oui, alors l'étape, la première, c'était se dire, on va renforcer. On est parti après. C'est ça. On a tiré des fils. Je reviens sur. C'est ça. C'est renforcer le centre, prendre conscience de son corps aussi dans l'espace. C'est la fameuse proprioception. Mais au-delà de ça, c'est dire voilà, il y a 4 ou 5 exercices à maîtriser et tu les fais au début. Tu notes un peu comment tu te sens, et à l'issue de la première étape, tu les refais, et tu vois si tu peux passer à la deuxième étape ou pas. C'est un peu ça, un peu le standard, c'est ton échelon, en fait, pour voir, ton étalon, pardon, pas l'échelon, mais c'est de voir un peu où t'en es de ta progression. Et puis si ça se fait pas tout de suite, faut être patient aussi. C'est la patience et la persévérance qui payent. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout avoir maintenant, tout de suite, mais... Et la répétition, et c'est la répétition. Et oui. Dans les étapes, est-ce qu'on a balayé les 4 ou pas ? Alors, les étapes, on avait construit le centre, on avait fait le travail du haut du corps, la ceinture. Alors, il y a la ceinture scapulaire. Il y avait les équilibres aussi ? Il y a l'équilibre qui est très important en pilates. Il y a à la fin, la dernière étape, c'était de pouvoir enchaîner un mat, comme on dit. Oui, une séance complète. Une séance complète, et de la répéter ad vitam. Oui. Donc, le premier, c'était trouver son centre, le powerhouse, c'est ça ? Le 2, c'était travailler... Le deuxième powerhouse, donc c'est ce que tu étais en train de dire, la ceinture scapulaire. Donc ça, comment on la travaille, par exemple ? Beaucoup d'extension du dos, beaucoup de travail avec les bras. Tout est lié. On peut pas non plus isoler. L'idée du Pilates, c'est pas forcément isoler, de compartimenter. C'est d'intégrer tout ça. Le 3, c'était le travail d'équilibre, et le 4, c'était la routine complète. Du coup, après, on mélange tout ça, oui. Ouais. Si tu devais nous donner une routine express du matin en 8 minutes, peut-être qu'on la publiera, si tu es d'accord, sur nos réseaux sociaux. Ou alors une de tes vidéos, si tu en as une en routine, qu'on pourra partager. Allez. Pour montrer comment ça peut se... Aucun problème. Comment ça peut se passer. Sauf si tu as envie aussi, en complément, de nous la décrire maintenant. Je peux vous la décrire rapidement ici. Moi, ce que j'aime faire, parce que je me l'applique et que je vois les résultats, surtout pendant le confinement où j'entraînais les filles tous les soirs, parce qu'on avait le temps, et que j'ai eu leur retour, un changement d'état d'esprit, pas de mal de dos, parce que quand on travaille à la maison et qu'on n'a pas forcément le bon bureau avec la bonne assise, c'est quand même intéressant de pas avoir le dos flingué. Hein. Et puis C'est quoi le bon bureau d'ailleurs avec la bonne assise ? Le bon bureau, en fait, j'ai envie de te dire, c'est un bureau où tu as une chaise, alors pas forcément ultra confort. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir tendance à te vautrer aussi dedans et enrouler. Donc plutôt, finalement, une chaise en bois. Non, de base, une planche. Ouais, non, mais blague à part, c'est de pouvoir modifier un peu la posture, travailler un peu debout. Il y a des endroits à Paris, par exemple, dans des bureaux de coworking. J'ai travaillé beaucoup chez Querc où ils avaient ça, les bureaux qui montent comme ça, où on peut travailler debout. Comme les planches d'architecte. Exactement, c'est ça. D'ailleurs, c'est un architecte, le créateur. Voilà. Et il a pensé à tout ça. Travailler sur un ballon et puis mettre aussi des cours en place. Et c'est varié. C'est de pouvoir se mettre un peu une horloge sur son téléphone pour se lever le plus souvent possible. Parce que c'est pas forcément la position assise. La position assise, c'est une position comme une autre. C'est d'y rester trop longtemps.
C'est ça qui fracasse. Bien sûr, j'ai fait un podcast avec un médecin psychiatre sur la marche-thérapie et il dit vraiment, quand vous passez des coups de fil au bureau, levez-vous et puis faites ne serait-ce que des allers-retours. C'est exactement ce que j'ai écrit. Faites les 100 pas, quoi. Oui, ou alors ce que je te disais, soulève les talons et abaisse-les. Profite pour... même tu peux faire des squats si tu es à la maison, pourquoi pas ? Qui voit ? C'est ça. Personne. Alors, écrire sur son ordinateur en faisant des squats, c'est plus compliqué. Alors c'est ça, c'est-à-dire que tu te dis aussi, moi je le vois quand je passe un peu de temps derrière le bureau, j'ai plus trop l'habitude maintenant, mais je sais que de toute façon, ma concentration, au-delà de 30-40 minutes, elle commence un peu à s'étioler. Donc c'est aussi le moment de se lever, d'en profiter pour aller aux toilettes et faire comme notre auteur américain, B.G. Fogg, faire les pompes après, ou autre chose, peu importe. Il faut pas non plus que ça devienne une obsession, mais c'est de se dire que dans son emploi du temps, dire qu'on n'a pas le temps, c'est pas vrai. Voilà. Moi, je me souviens, j'ai un ami américain qui est assez âgé maintenant, enfin plus âgé, s'il m'entend, il va se dire sympa. Sympa, mais justement, il est hyper fit, en super santé. Depuis que je le connais, depuis plus de 20 ans, même quand on parle et qu'on papote, s'il vient en Europe et qu'il vient en France, etc., qu'on est dans la cuisine, il est toujours en train de faire ses étirements. Il est toujours en mouvement. Au début, je trouvais ça un peu bizarre et finalement, je pense qu'il est assez précurseur. Oui. Bah oui, pourquoi finalement ? Alors après, il faut pas non plus être à l'excès, parce que c'est vrai que ça devient ridicule. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas non plus passer ta soirée devant Netflix en train de faire des squats, des pompes, soulever. Non, il faut aussi un apéro avec tes copains. Voilà, en train de faire des trucs. Faut quand même non plus pas péter. Voilà, bien sûr. Il le faisait pas à l'excès, mais quand même, je le voyais. C'est-à-dire que par exemple, si t'es seul dans la cuisine et que t'es en train de faire couler ton café, qu'est-ce qui t'empêche de faire tes 5 squats ? Parce que à la fin de la fin, moi j'adore cette image qui était prise dans ce livre de James Clear sur les Atomic Habits, où il disait regarde, un avion qui partirait de Los Angeles modifie juste de quelques pourcents sa destination. À la fin, l'atterrissage, il est plus à New York, mais il est à Washington. Donc au final, c'est ces petites choses, de rien du tout, d'avoir changé les 3%. Eh ben, c'est pareil avec les mouvements. Et c'est pas que le Pilate, c'est les mouvements. Donc il faut pas que ça fasse peur aux gens. On a envie de se lancer dans un challenge Pilate quand on t'entend. Je sais pas vous qui nous écoutez, mais moi je lancerais bien un petit challenge Pilate là sur nos réseaux sociaux avec. Mais j'adore ça parce que je me dis que ça doit rester simple, ça doit rester fun. Allez les filles, puisque tu parles des filles là. Non mais. Il faut pas en faire on en a fait quelque chose de très sérieux, en fait. Aujourd'hui, je crois que, moi, quand je vois des choses aussi passer sur les réseaux, où on est là, en plus avec les injonctions, ça devient très vite, finalement, il faut faire ça, manger ça. Non, il faut quand même d'abord s'écouter, faire quelque chose qui nous plaît, parce que si on fait pas quelque chose qui nous plaît, ça durera pas. Et passer les 15 premiers jours de janvier au moment des fameuses résolutions, ça s'étiole et puis après on a une mauvaise image de soi et ça marche pas. Donc restons sur des choses fun, du plaisir. Moi je sais que j'ai intégré dans mes escapades et puis même dans ce que je fais à la maison, beaucoup de danse. Moi je fais du gaga dance à Paris. C'est juste génial parce que tu es prof à Paris, je l'ai pas dit. Oui, pardon, exactement. Mais voilà, je fais cette danse que je trouve juste géniale. Pendant le confinement, je faisais le shake, donc venu un peu de ce que j'ai appris en yoga Kundalini, où on est là à se secouer dans tous les sens et ça libère vraiment en fait. Bon moi, voilà, je trouve que c'est libérateur. Ça fait du bien. Et il y a une méthode thérapeutique d'ailleurs sur le shake. Oui. Qui existe. Donc comme quoi tout se rejoint. Oui. Quel sport on va terminer là. J'ai encore deux petites questions à la fin. Quels sont les autres sports qui se marient bien avec le Pilate ? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que c'est vrai que ça permet de faire de la longue distance sans être fatigué, en fait, le Pilate ? Ça change, bien sûr. Ça change, Ouais, ça change. Sans ressentir vraiment de fatigue excessive, on va dire. Exactement. C'est le fait d'avoir cette habitude de travailler avec le minimum d'effort et de recruter les muscles qui ont besoin d'être recrutés pour cet exercice. On s'éparpille pas. Non, on s'éparpille pas. Moi, tu vois, j'ai repris la course à pied et je me suis inscrite pour le Marseille-Cassis là, au mois d'octobre. Et je sens qu'en reprenant... C'est quoi, un semi-marathon ou un marathon ? C'est un 21. D'accord. Ouais. C'est un semi avec une bonne côte de 10 km pour commencer. Elle est bien, ouais, je me suis bien dit... moi, je suis d'en bas, donc je suis de Marseille. Donc je me suis dit, tiens, je vais commencer par là, bien sûr. Écoute... Tu as déjà fait des challenges comme ça dans course à pied ? Non. J'ai déjà couru, bien sûr, mais je me suis jamais... Donc là, j'avais envie de le faire pour que ça soit aussi motivant d'avoir un objectif aussi, quand même. Mais quand même, en reprenant ces entraînements, moi, je sens que je cours bien. Voilà. Et je pense que pour répondre à ta question, qu'est-ce qui se marie bien ? Les sports cardio.
Parce que je trouve, avec cette habitude de travailler à partir du centre, si par exemple tu vas faire de la course à pied ou qu'est-ce qui pourrait me venir à l'esprit ? De la rando à ski, qui est très cardio. Exactement. Tu vois, tu utilises quand même, tu as les mollets qui sont... Enfin, moi, j'en ai fait en montagne il n'y a pas longtemps, j'en fais régulièrement. Effectivement, si tu n'as pas des exercices qui préparent à ça, bonjour les courbatures moi, le lendemain. J'ai plein de filles qui, là, revenaient du ski, ou même, tu vois, Laurie, on en parlait sur le surf, elles ont trouvé un centre de gravité. Oui, Laurie Tillman, un centre de gravité qui font qu'elles travaillent beaucoup mieux, elles se sentent légères, flottées. Ou alors le surf sur les pistes, quoi, de neige, quoi. Le snowboard, ouais, pardon. On appelait ça le surf autrefois. Voilà. Je sais parce que mes filles me reprennent tout le temps. Le snowboard, je te remercie. Pardon, mais ouais, moi, je suis tellement une quiche en ski que... Voilà, oui, on sent différents appuis, on se sent plus à l'intérieur, quoi. C'est ça, c'est intérioriser les mouvements et réinvestir son corps. Ouais, c'est génial. Mais en tout cas, ça donne envie. Moi, je trouve. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne envie. J'en ai fait un peu de pilates, mais ça me donne envie d'en faire encore plus, je vais dire. Il faut pas hésiter. Ouais, merci, un grand merci d'être venu faire ce tour dans Métamorphose, Ludivine Maître. Je rappelle le titre de ton livre, le premier, en collaboration avec Laurie Tillman, Mon Challenge Pilates au top, aux éditions First, et tes 2 petits livres adorables, Pilates du soir et Pilates du matin, aux éditions Jouvence. On peut aussi retrouver d'autres informations sur ton site. Alors, c'est chez qui, c'est ça ? Alors non, mon site, à moi, c'est ludipilate.fr, avec le S, on n'oublie pas. Et je donne des cours chez Qui, donc un studio parisien dans le 15e. Et surtout, te suivre sur ton compte, notamment Instagram, oui. Ludipilate. Voilà. Exactement, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.